je connais comme tout le monde cet avertissement de la sagesse populaire qui dit que le diable est dans les détails, mais avant de sacrifier au diable et aux détails, pour autant que je le puisse en 15 minutes d'ailleurs, je voudrais préalablement rappeler qu'il s'agirait tout de même de ne pas perdre de vue le tableau d'ensemble non plus, et ses arêtes principales. Et que l'essentiel est sans doute le moyen le plus efficace de lutter contre les effets d'amnésie qui sont si puissants et contre les intérêts à l'amnésie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'oublient pas qu'ils ont intérêt à faire oublier. Et contre ces intérêts à l'amnésie, le rappel à l'essentiel me semble impératif et tient en 3 énoncés qui sont en fait assez simples. Il faut d'abord se souvenir que nous avons frôlé quand même l'engloutissement. Je veux dire, il faudrait que cette idée-là soit en tête en permanence chaque fois qu'il est question de la régulation financière. Avec l'hyperinflation, l'effondrement bancaire, c'est l'événement maximal en économie capitaliste. Deuxième énoncé, à l'image de la sûreté nucléaire, il me semble que la sûreté financière devrait être pensée sous le surplomb des incalculables dévastations qui suivent de l'effondrement total. En d'autres termes, la sûreté financière impose de penser par l'événement extrême, ou sous l'hypothèse de l'événement extrême. Ce qui signifie, troisièmement, qu'il n'est pas de projet de régulation financière sérieuse qui ne se donne pour impératif catégorique de s'efforcer autant qu'il le peut d'empêcher la survenue de nouvelles crises. Or, presque tout des propositions officielles qui sont actuellement sur la table méconnaît consciencieusement cet impératif et révèle son objectif implicite qui est non pas d'empêcher la survenue des crises, mais de prétendre en limiter les effets. Et telle est bien la philosophie implicite, à peine voilée des actuelles propositions qui tiennent le haut du pavé, qui font l'actuel dénominateur commun du débat sur la régulation, à savoir les résolutions, c'est-à-dire les procédures de gestion ordonnée des faillites bancaires, et le durcissement des ratios de capital, donc on va dire Bâle III. Sauf que Bâle III se tient quelque part entre le filet d'eau tiède et le parfait contresens. Le problème de la crise, ça n'est pas d'abord la solvabilité. Alors ça vient après. La question de la solvabilité, c'est la question de la résistance aux pertes. Et préalablement, il faut se poser la question de savoir ce qui cause les pertes. Le problème de la crise, c'est d'abord l'illiquidité, et c'est comme ça qu'elle se manifeste. Par exemple, en l'état des informations disponibles au moment où Bear Stearns et Lehman vont au tapis, leur Tier 1, en apparence, va très bien. Et en fait, la proposition de savoir si leur Tier 1 va bien ou va plutôt mal est à la limite du non-sens parce que le problème de solvabilité est inévaluable à chaud. Il est inévaluable tout simplement parce que les pertes potentielles sont elles-mêmes inévaluables. Bon, comme vous le savez, les comptabilités bancaires sont restées suspendues dans les limbes pendant des mois. Et tout simplement parce que la congélation des marchés rendait impossible l'évaluation des actifs au prix courant et que, quant aux marques tout modèle, on voit mal ce qu'on aurait pu lui faire dire et à partir de quelles hypothèses, au moment où précisément toutes les régularités statistiques étaient en train de faire collapsus. Il faut rappeler également que la solvabilité, en tout cas dans son concept le plus intéressant, qui est la solvabilité intertemporelle, n'a qu'une consistance d'objectivité limitée. Et surtout que l'insolvabilité, alors qu'elle soit intertemporelle ou instantanée, n'est en elle-même, j'insiste, n'est en elle-même au principe d'aucun événement mortel. Alors malheureusement, c'est là-dessus que Bâle III concentre toute son attention. Le fait absolument objectif, et alors lui pour le coup incontestablement létal, c'est l'illiquidité, pas l'insolvabilité. Si la question de la solvabilité a donc quelque intérêt, c'est en tant qu'éventuel support d'un jugement collectif susceptible de déclencher un run sur une institution financière. Et c'est donc toujours par la médiation de la croyance et de l'opinion que l'insolvabilité produit ses effets, et conditionnellement à toute une série de données latérales, extrinsèques, notamment relatives aux conditions techniques, mais aussi politiques de refinancement. Par exemple, dans la catégorie de l'insolvabilité, le record absolu, c'est Fannie et Freddie. Mais Fannie et Freddie ont été maintenus dans la liquidité. Et elles ont survécu à une insolvabilité infiniment plus grave que celle qui a tué Lehman Brothers. Mais quand bien même on entrerait par provision dans la logique des ratios de solvabilité, mais il faut dire que les propositions de Bâle III sont quantitativement ridicules et ridiculisées par la Suisse même, ce qui est une délicieuse pochade helvétique où Zurich fait honte à Bâle. Car vous savez peut-être que la Banque centrale de Suisse
a décidé d'imposer à UBS et à Crédit Suisse un ratio Tier 1 de 19%, à comparer aux 7% de Bâle 3, dont 10% de Common Equity, à comparer aux 4,5%. Et le compromis laborieusement élaboré de Bâle 3 est d'autant plus risible qu'il méconnaît la logique même du risque systémique, qui est par définition la propagation globale d'un accident à l'origine locale. Ce qui signifie que le ratio devrait être mis au niveau permettant de sauver le maillon le plus faible de la chaîne bancaire. Par exemple, des évaluations rétrospectives suggèrent que Citigroup aurait dû avoir un Tier 1 de 20% pour absorber les pertes qu'elle a encaissées, ce qui est une indication tout de même intéressante. Le problème, c'est surtout que nul ne sait dire exempté où va se trouver ce maillon faible, ni quel sera son exact degré de faiblesse. Par conséquent, en bonne logique, et si l'on prend au sérieux l'argument de l'événement extrême, dont une réalisation vient précisément de nous être donnée, il faudrait retenir une procédure qui consisterait, premièrement, à prendre pour référence de stress les destructions de capital survenues pendant la présente crise. Deuxièmement, à en tirer des sortes de niveaux de Tier 1 contrefactuels ou rétrospectifs, je veux dire les Tier 1 qui auraient été requis pour absorber ces pertes-là. Et troisièmement, pour en dériver la nouvelle norme, en faisant du plus grand de ces Tier 1 rétrospectifs le nouveau minimum réglementaire. Alors ça nous fait du 20% au moins pour tout le monde. Bon, alors on va me dire que les banques seront incapables de lever des masses pareilles de capital. Alors d'abord, ça reste à voir. La deuxième chose est que les levées de fonds ne sont pas l'unique moyen de constituer de la common equity. On pourrait donc très bien imaginer une allocation obligatoire de tous les profits bancaires non réinvestis pendant toute la période nécessaire à la constitution du stock de fonds propres requis. Et c'est une solution qui aurait au moins l'agrément de faire payer les actionnaires, qui seraient privés de dividendes pendant toute la période. Alors on me dira aussi que Bâle 3 n'épuise pas les propositions qui sont actuellement sur la table. Il y a d'ailleurs dans Bâle 3 un volet liquidité qui mérite d'être discuté. Mais dans le temps qui me reste, je voulais en consacrer un peu pour discuter du Dodd-Frank Act, à savoir la réforme Obama de Wall Street, si vous voulez. Alors évidemment, en si peu de temps, c'est une parfaite gageure, et donc j'ai pris le parti de m'en tirer par 4 commentaires très généraux. D'abord, il y a au moins 2 choses intéressantes dans le Dodd-Frank. La première, c'est son unilatéralité. La loi envisage des choses pour le seul compte de la finance états-unienne et hors de toute coordination préalable. Ce qui permet d'en prendre et d'en laisser, et surtout d'en laisser, de cet argument ressassé ad nauseam que rien ne serait possible en matière de régulation sans le préalable d'une parfaite coordination à l'échelle mondiale. On s'aperçoit bien plutôt que les choses les plus intéressantes, ou disons les moins inintéressantes, ces initiatives sont prises dans un parfait désordre, et sans que ça pose beaucoup de problèmes réels. La deuxième chose, c'est que le Dodd-Frank accepte d'entrer dans la logique de l'interdiction. Et ça, c'est fondamental. Il faut souligner, il faut redire la profonde inanité de la régulation conçue comme simple surveillance et recadrage des comportements financiers. Et je crois qu'au stade de développement monstrueux atteint par les marchés, il n'est pas d'action sérieuse qui n'entreprenne de réduire drastiquement l'ensemble stratégique des opérateurs, c'est-à-dire concrètement de leur fermer des possibilités, d'interdire certaines actions. Alors malheureusement, voilà le diable et les détails. Car pour si volumineux qu'il soit, le texte de la loi est encore terriblement incomplet et sous-déterminé. Et c'est maintenant aux régulateurs qu'il appartient de donner aux règles leur précision opérationnelle. Et vous voyez bien que c'est là que tout va se jouer. Car selon l'intensité relative des pressions du lobbying bancaire et de la résistance des pouvoirs politiques, le même texte pourra aussi bien donner un changement qualitatif intéressant dans la régulation financière qu'une aimable bluette parfaitement édulcorée. Et le résultat des courses ne sera connu que d'ici quelques années. Ce risque d'atténuation est tel, me semble-t-il, qu'il faudrait considérer des choses autrement plus tranchantes pour faire pièce, mais toujours par la force de l'interdiction formelle, à ce qui demeure autrement, me semble-t-il, les 2 problèmes cruciaux irrésolus de la régulation-surveillance, à savoir premièrement le problème de la capture du régulateur, il vient d'en être question, et deuxièmement le problème de l'aporie de la mesure du risque. Et ce sont les 2 tares indépassables de la régulation-surveillance. Parce que ces 2 hypothèses implicites, l'hypothèse du bon régulateur et l'hypothèse de la parfaite contrôlabilité des risques, sont notoirement fausses. La première, parce que pour des raisons qu'une sociologie de la finance éclairerait sans difficulté, les institutions de régulation sont toujours susceptibles d'être colonisées et détournées par les régulés mêmes, et que je ne vois pas de réelle solution à ce détournement possible.
Et la deuxième, parce que, alors je donne l'énoncé, mais je ne donne pas l'argument, qui serait un peu plus complexe, parce que la validité des outils de mesure du risque s'arrête précisément là où commence la crise. Par conséquent, tous les projets de régulation qui misent entièrement sur la double idée que la prochaine fois, on va bien mesurer, on va bien surveiller les risques, et que le régulateur interviendra avec due diligence, ces projets me semblent voués à être tôt ou tard débordés par un énorme événement imprévu dont la finance a précisément le secret. Ce que la régulation surveillance ne pourra jamais faire, il me semble que seule la régulation prohibition le peut. Alors, au total, entre sans doute quelques bonnes intentions, mais surtout d'énormes incertitudes du fait du caractère incomplet du texte, et puis aussi d'un calendrier de mise en œuvre qui nous mène au calendrier grec. Je veux dire, dans le Dodd-Frank, le break-up des banques dites too big to fail, c'est pour 2015. L'interdiction du prop trading, c'est 2017, et le dégagement des activités de hedge fund et de private equity, c'est 2022. Vous comprenez? Donc, la régulation financière n'est pas prête de sortir des limbes. Bon, quant à son homologue européenne, on n'en dira rien, je veux dire, par charité, mais je veux dire, les deux, si vous voulez, ont en commun ces calendriers à rallonge. Et avec une finance qui nous fait une crise tous les 3-4 ans, si vous voulez, on va se faire vieux d'ici le 2019 de Bâle 3 et le 2022 de Dodd-Frank au complet. Et d'autant plus que, dans l'intervalle, le lobby financier s'emploie méthodiquement à tout faire pour geler ou pour ralentir le processus, et toujours sur la base du même argument, qui consiste à dire, en période de récession, mettre des contraintes supplémentaires sur les banques, c'est peser sur la reprise du crédit, en volume et en coût. Et là, tout de même, l'argument est passablement ignoble, je veux dire. Mais le pire, c'est qu'il est objectivement bien fondé, quoi. Donc, ce que sachant, ces messieurs de la finance n'hésitent plus à manier ouvertement la menace. Donc, l'Institute of International Finance s'est livré un chiffrage évidemment tout à fait objectif et parfaitement impartial des effets de Bâle 3 sur la croissance. Et il nous avertit que si on régule, ça fera 3 points de PIB en moins à horizon de 5 ans. Bon. Et il arrive même que les choses soient dites plus carrément encore. Nos pertes réglementaires de ROE, nous les compenserons en augmentant le coût du crédit pour le client final. Donc, si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, nous, on rattrapera nos pertes de rentabilité sur le dos de l'économie réelle tout entière. Alors, là, tout de même, je me demande si c'est pas le mot de trop, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est comme une espèce d'effet d'hystérésis de l'arrogance qui fait dire le truc qu'il fallait pas. Voilà. Et le truc qu'il fallait pas dire, je veux dire, le petit secret qui est révélé par le mot de trop, n'est-ce pas, c'est que, eh bien, c'est que les conditions générales du crédit à l'économie peuvent être considérées comme un bien commun, et que ce bien commun a fait l'objet d'une capture privative par les intérêts particuliers de la finance. Donc, ne me régulez pas au-delà de ce que je veux bien accepter, sinon, je vous fous le crédit et la croissance en l'air, et j'en ai les moyens. Donc la menace est objective, et elle n'en appelle pas moins son vrai nom, qui est prise d'otage. Alors, je le dis en ces termes parce que, d'abord, ça me semble analytiquement adéquat, et deuxièmement, parce qu'on s'apprête à entrer dans une période où on va nous assommer avec les grévistes qui prennent en otage les usagers. Donc, vous voyez, il y a des vues à géométrie variable des différentes prises d'otages qui sont à l'œuvre dans le monde social. C'est encore une affaire de sociologue, ça. Mais quoi qu'il en soit, la capture privative d'un bien commun, quand elle atteint ce degré d'outrance, me semble un motif suffisant d'une procédure ou d'une autre de communalisation. Car si d'une part la logique de l'événement extrême et la possibilité toujours ouverte du cataclysme financier impose une régulation draconienne, mais que d'autre part la finance privée refuse toute diminution corrélative de sa rentabilité et menace de faire porter in fine le poids de l'ajustement à l'économie réelle tout entière via les conditions du crédit. Alors, me semble-t-il, il y a là un motif sérieux, et je devrais même dire un motif sérieux de plus, d'une nationalisation intégrale du secteur bancaire, qui est la forme la plus immédiatement accessible de la recommunalisation du commun, sachant que cette nationalisation ne devrait, en tout cas à mes yeux, être qu'une phase transitoire, une étape transitoire, appelée à se dépasser sous l'espèce de ce que j'ai nommé ailleurs un système socialisé du crédit, qui me semble la forme la plus désirable et peut-être la plus authentique de la communalisation. Alors évidemment, je me doute qu'il y en aura pour hurler à la radicalité irresponsable, mais figurez-vous que je me suis trouvé des cautions d'une parfaite honorabilité. Car voici ce qu'on peut lire dans un magazine qui n'est pas le bolchevique. Alors ça, c'est le charme des manifs. On découvre des publications improbables qui sont... Alors c'est pas le bolchevique, c'est The Economist. Et dans The Economist, on peut lire ceci. Qui dirige les banques ne regarde pas seulement les conseils d'administration et les actionnaires. La crise du crédit a montré que la société est intéressée à la façon dont la finance est conduite.
Alors, c'est dit avec ce délicieux mélange d'honnête lucidité et de parfaite inconséquence qui fait tout le charme de la presse anglo-saxonne, économique et financière. Bon, mais les conclusions que The Economist ne veut pas tirer pour son propre compte, alors qu'elles découlent même de ses propres prémices, il me semble que des économistes atterrés ne devraient pas craindre, pour leur part, de les regarder bien en face. Je vous remercie.